quand on fait du rap par exemple, puisque je suis rappeur et que je vais beaucoup parler de ça, l'oralité est très importante. On peut pas écrire comme si on écrivait. On doit écrire en sachant qu'on va prononcer les mots et c'est très 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 important. Et là c'est pareil. Du coup j'ai essayé d'écrire un discours en sachant que j'allais le prononcer et franchement c'était pas ouf. Donc je vais en garder quelques éléments de ce que j'ai écrit. Je me suis fait un plan et tout. Mais voilà, le thème ça va être suis-je un artiste raté? Oui. Et comme c'est un thème qui parle beaucoup de moi et que c'est un peu chiant, je me suis dit, enfin plutôt on m'a suggéré de commencer par quelque chose de plus fort, une punchline. C'est un ami qui m'a suggéré ça, il se reconnaîtra. Et je me suis dit plutôt que de commencer par une punchline, en fait je vais commencer par quelque chose qui est plus fort qu'une punchline, c'est une anecdote en fait. Je vais vous parler de ma vie, parce que là vous me connaissez pas, mais je vais vous parler de ma vie, et ça va peut-être vous amuser. C'était il y a 2 semaines, à 5h du matin, j'arrivais toujours pas à dormir parce que je suis un insomniaque de première, ou du moins, en général je me retrouve toujours à dormir plutôt la journée que la nuit, je suis un peu enfin voilà quoi, je fais des grosses siestes dans la journée, et puis la nuit je dors pas, voilà. Et quand j'ai du travail, je dors 3 heures par nuit parce que j'arrive pas à dormir la nuit, et que je suis obligé de me lever à 6h, voilà. Donc c'est pas voilà, et du coup à 5h j'étais réveillé et putain ça me fait encore rire, ça me tue. Il y a mes voisins de palier qui commencent à se battre devant ma porte et ils s'insultent mais super fort, ils se gueulaient dessus, vous imaginez même pas, c'était assez exceptionnel. Alors ça a duré longtemps, au moins 5 minutes d'engueulade et au bout d'un moment il y en a un qui a pris une énorme droite. Celui qui l'a frappé est descendu et moi je suis sorti de mon appartement pour voir si le mec qui avait pris l'énorme droite allait bien. Et le gars, je vous jure, il avait le visage totalement gonflé. D'ailleurs j'espère qu'il m'entend pas parce que c'est mon voisin, donc ça se trouve il m'entend raconter ça, imaginez. Bref, il avait le visage totalement gonflé et au lieu... Et il a cru que je sortais pour l'engueuler. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. Les gens croient toujours, enfin, jugent toujours très mal mes intentions. C'est-à-dire que moi, je sortais pas pour l'engueuler, je sortais pour voir s'il allait bien. Et il a commencé à s'excuser de faire du bruit en se battant avec l'autre mec. Voilà, ça c'est la vie quand on habite à Königshofen, hein. Moi, je suis sûr que même dans les quartiers riches, il doit y avoir des trucs chelous qui se passent des fois, mais bon, Königshofen, c'est quand même, pour les gens qui connaissent pas Strasbourg, c'est un quartier un peu merdique, c'est pas le Neuhof, y a pas de fusillade, hein. Mais parce que oui, au Neuhof, il y en a enfin il y a parfois des gens qui se tirent dessus. Fusillade, c'est peut-être un peu fort, mais bon, il y a des faits divers un peu tristes quoi. À Königshofen, on n'en est pas à ce niveau-là, mais par contre des mecs qui se battent devant ma porte, ça m'étonne pas. Il y a déjà eu une fois aussi un clochard qui dormait devant ma porte en ronflant et ça m'avait empêché de dormir toute la nuit. Et quand j'avais appelé le SAMU social pour savoir s'il pouvait faire quelque chose, ils m'ont dit bah non, il faudrait que ça soit lui qui nous appelle. Voilà, ça c'était personnellement ça me fait rire. Enfin bon. Et du coup oui, les mecs se battent et tout et le gars me parle comme quand je vais le voir, il était avec 2 potes à lui qui sont restés silencieux et lui il me parle comme si j'allais l'engueuler et il s'excuse de s'être battu et de faire du bruit, il dit qu'il est un mauvais voisin, etc. Et il avait l'air totalement défoncé. Franchement, honnêtement, il avait l'air de même pas comprendre la situation. Et après, il m'explique que l'autre gars, en fait, il le loge gratuitement et tout. Enfin bref, vraiment une histoire triste. C'est triste, mais on peut en rire parce que les gars se traitaient de pédés refoulés et tout. C'est quand même assez drôle, 2 mecs qui se boxent en se traitant de pédales. C'est drôle. Personnellement, ça me fait rire. Surtout quand ça arrive devant ma porte à 5h du matin. Voilà, j'ai pas envie de donner particulièrement plus de détails là-dessus parce que c'est une histoire qui les concerne, hein, parce que après j'ai discuté avec le mec, il m'a raconté sa vie et tout. Mais bref, ça je vais pas le raconter, on s'en fout. Il était plutôt gentil, même s'il était totalement défoncé et que du coup il me laissait pas lâcher un mot et que, enfin, il avait une espèce de logorée, il avait un discours incessant, il me laissait pas parler. C'était chiant. Mais voilà, je me suis dit peut-être commencer par un espèce de truc un peu blog comme ça peut être une bonne idée. Non, c'est vrai, ça peut être une bonne idée. Parce que moi, je voulais parler de ma vie et dire que je suis un artiste raté. En fait, je vais vous dire déjà, je vais vous introduire le pourquoi du comment. C'est-à-dire que moi, je suis rappeur et j'ai travaillé avec un beatmaker pendant longtemps, sur un album où le temps de production était assez long. Enfin, on a bossé pendant presque 1 an, l'air de rien, sur un projet qui ne sortira pas de mon chef, mais plutôt que lui, il a décidé de se retirer du projet, sans même me dire qu'il se retirait du projet. Enfin bon... je lui en veux pas trop parce que c'est son instabilité psychologique qui est en jeu, c'est-à-dire qu'il le fait pas par méchanceté envers moi, il le fait parce qu'il est
il a des problèmes, probablement. Enfin, il m'a pas dit qu'il avait des problèmes, mais je le devine, quoi. Et puis il y a une histoire de politique aussi, hein. Je suis un méchant. Voilà. Dans la tête des gens qui connaissent mal la politique, il y a les gentils et les méchants, et puis dans la tête des gens qui connaissent la politique, il y a des idéologies. Mais bref, oui, donc ça doit probablement être une histoire comme ça. Mais du coup, je me suis fait évincer de mon propre projet sur lequel je travaillais pendant un an, et du coup, j'ai pas travaillé pendant un an pour rien. Ça, c'est faux. J'ai encore mes textes, etc. Bon, par contre, les prods, je travaillais dessus aussi, et j'y ai pas accès, et ça, c'est super chiant. Mais bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas perdu mon temps. Mais par contre, j'ai un grand besoin de m'exprimer, parce que moi, je pensais, vu qu'on était en fin de travail sur cet album, que j'allais avoir un moyen d'expression, parce que j'utilise l'art comme un moyen d'expression, là, en fin d'année, genre vers novembre-décembre, et je me rends compte que le temps que je m'auto-produise, ou que je demande à un autre ami de travailler avec moi, etc., enfin bon, bref, on verra comment se passera la suite de mon truc d'artiste, ma carrière d'artiste, voilà, appelons ça comme on veut, d'artiste raté, hein, du coup. Bah, du coup, oui, effectivement, ça va prendre du temps, j'ai besoin de m'exprimer maintenant, j'ai besoin de m'exprimer tout de suite, en fait. Et du coup, c'est ce que je fais, là, maintenant. Alors, avant tout, il faut que, normalement, je vous renseigne sur des outils, mais je sais pas du tout sous quelle forme ça va se présenter. Je vais poster cette merde, là, que je suis en train d'enregistrer sur YouTube. Et du coup, le seul conseil où je me dis ça, il faut que je vous le donne, c'est essentiel, c'est si vous trouvez que mon discours est trop lent, que je parle trop lentement, que je construis mal mon discours, etc., mais que vous avez envie de m'écouter quand même, parce que vous êtes curieux, mettez la vidéo en x2, en vitesse x2 ou en vitesse x1,5. Moi, c'est ce que je fais, j'écoute énormément de podcasts audio, parce que, surtout des trucs qui parlent de politique, hein, je le disais déjà avant, je m'intéresse à la politique. Et j'adore en fait entendre des gens débattre et se foutre sur la gueule, ça m'intéresse beaucoup, donc j'écoute beaucoup de podcasts audio là-dessus, mais j'écoute aussi bah évidemment No Fun parce que je suis rappeur, donc j'écoute No Fun, et enfin je sais pas, ça me paraît évident du coup, et enfin bref, j'écoute plein de podcasts audio, des trucs de comédie aussi, genre le podcast de Bill Burr où il raconte sa vie, des trucs comme ça, bref. Et si vous trouvez ça chiant, mettez-le en x2, ouais, voilà. Et du coup, on va attaquer le sujet. Et moi, il faudrait que j'ouvre mon document texte en même temps, donc vous allez m'entendre cliquer comme un connard, pour voir par quel angle je pourrais l'aborder, parce que j'avais pris des notes. Ah oui, j'avais écrit « Je suis un artiste raté, selon mes critères et ceux de la société ». C'est-à-dire, il s'agit pas... ça, c'est tout de suite un truc... oui, évidemment, évidemment, on peut pas tous être, enfin, vous allez pas tous me considérer comme un artiste raté. Il y en a parmi vous qui vont dire, mais t'as déjà produit quelque chose, il y a des morceaux que t'as écrits qui existent, ils sont sur Internet. Oui, bah, vos critères pour la réussite d'un artiste, c'est vos critères, quoi. Mais disons que moi, putain, j'aimerais, en fait, je m'en rends compte de plus en plus, là, j'ai 22 ans, hein, je vous dis. J'aimerais fonder une famille. En ayant un revenu, c'est-à-dire que moi j'ai grandi dans une famille où on n'avait pas de revenus vraiment stable, et on vivait chaque mois un peu en étant sauvé. À chaque fois on se faisait sauver par mon grand-père maternel, qui lui avait de l'argent de côté, et qui en gros à chaque fois on était dans la merde, il nous donnait de l'argent. Donc en fait c'est pas mes parents enfin ma mère gagnait de l'argent, elle avait un travail, et mon père travaillait pas à l'époque. Pendant les 11 premières années de ma vie il travaillait pas, puis ensuite il travaillait, mais il était plus à la maison, donc l'argent ne servait pas, vous voyez. Enfin si, parfois il me donne 20 balles ou il m'achète à manger, ça va, c'est quand même cool, c'est mieux que rien, hein. Je vais pas dire que mon père est... Enfin, si, je peux dire que mon père est pas le meilleur père, quoi. Il nous a apporté culturellement, parce que c'est quelqu'un de cultivé, mais il nous pesait économiquement, et puis psychologiquement aussi, il était pas toujours très sympa, hein. Et du coup, oui, voilà, la notion d'artiste raté, c'est ça, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'être un poids pour ma future famille, c'est-à-dire que si moi je crée une famille, ce qui est quand même... Je sais que beaucoup de gens trouvent que c'est égoïste de faire des enfants avec la surpopulation, etc. Moi, je vais vous dire... Je peux pas m'empêcher de parler de politique, je suis chiant, on dirait un connard des jeunesses communistes. Comment... Désolé pour tous mes amis communistes.
Bref, je peux pas accepter le discours de ne fais pas d'enfants, il y a la surpopulation. Je ne peux pas l'accepter. J'estime que je viens d'une lignée, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus toute leur vie pour faire des enfants à chaque fois. Enfin, faire des enfants, c'est un gros pari, donc il y a des gens qui ont pris ce pari, ils ont fait ce sacrifice-là. J'estime que le choix égoïste, ça serait pas de faire des enfants, mais finalement ils vont mourir à cause du réchauffement climatique. C'est pas ça le choix égoïste. Le choix égoïste, c'est de pas faire d'enfants parce que tu fais un énorme doigt d'honneur à toute ta lignée, tous les gens qui ont fait des gamins pour que toi tu existes. Toi, tu supprimes ta lignée, voilà, en ne faisant pas d'enfants. Sachant que, bon, il y a moi et mon grand frère, mais, enfin voilà, quoi, on fera peut-être pas des enfants tous les deux. Enfin bon, j'ai envie de prendre la responsabilité de faire des gamins. Et du coup j'aurai une famille a priori, mais le truc c'est que moi je suis un putain d'inadapté, c'est-à-dire que j'ai fait mon bac S, j'ai commencé mes études d'informatique et puis je me suis rendu compte je suis pas fait pour le monde du travail, en informatique en tout cas. Et puis après en faisant des petits boulots je me rends compte, enfin en faisant un petit boulot, c'est téléconseiller, je me rends compte que putain je suis pas fait pour travailler autant que mon père. En fait mon père était pas fait pour travailler, je le suis pas non plus. Et là où mon père était moi, j'ose pas dire que c'était un artiste raté parce qu'il écrit extrêmement bien. Il a écrit des romans quand il était jeune qui n'ont jamais été publiés. Et c'est là où on pourrait dire que c'est un artiste raté. C'est-à-dire qu'il a jamais eu de succès public vraiment. Ou alors peut-être par le graffiti, parce que quand j'étais petit, il faisait du graphe et je pense, vite fait, il devait y avoir des gens qui le connaissaient à Strasbourg. Donc il a dû avoir quand même Enfin, il doit y avoir des gens qui considèrent mon père... pas comme un artiste raté, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il a pas réussi à faire de l'argent dans l'art. Et ça, c'est le critère, si vous voulez, c'est mon critère personnel, c'est-à-dire que si j'arrive pas à communiquer avec les gens, ça veut dire que je suis un artiste raté, et théoriquement, si j'arrive à communiquer avec les gens, ça veut dire que je vais faire de l'argent avec l'art, parce qu'il y a pas de raison, c'est-à-dire que si je touche 100 000 personnes, il y a bien un moyen de rentabiliser ça, même si ça fait chier tous les artistes, hein, on a tous envie de vivre dans une espèce de monde où on pourrait vivre d'un espèce de RSA++, sans demander de l'argent aux gens, quoi. Évidemment, c'est le rêve. Bah, moi, déjà, le RSA, je peux pas le toucher, là, j'ai pas 25 ans, donc c'est déjà mal parti. Et oui, voilà, donc moi mon critère pour me définir que je suis un artiste raté, et je pense que c'est le critère de la société aussi, c'est que je touche pas les gens et que je fais que je fais pas d'argent quoi avec l'art, et du coup et que du coup je suis obligé de travailler à côté, etc. C'est compliqué. Après, on peut être... je pense que le plus important, c'est que je touche pas les gens. Il y a des gens, ils travaillent, à côté, ils font de l'art, et avec l'art qu'ils font, ils arrivent à toucher des gens. Et après, là, t'es déjà plus un artiste raté, hein, on est d'accord. Mais bon, là, personnellement, j'estime être un artiste raté. Je touche personne. Il y a peut-être un mec qui écoute ma musique, vous voyez ? C'est ridicule, parce que ça fait longtemps que je fais du rap. J'ai commencé quand j'avais 13 ans, et je fais pas que du rap, je fais aussi du dessin, etc. Donc j'aurais pu faire quelque chose de grandiose, ou du moins... Enfin, c'est pas que j'ai rien fait, c'est que ça touche personne. C'est-à-dire que je suis sûr que mon EP qui s'appelle Érection du Calvaire, il est pas ouf, mais c'est déjà bien, quoi. C'est déjà mieux que beaucoup de rappeurs. Enfin, je fais des efforts, quoi, merde. Mais je suis un artiste raté quand même. C'est-à-dire que j'ai pas fait assez d'efforts. Je suis pas assez travailleur. Je suis pas assez prosélyte. Je suis pas assez... prosélyte, c'est pas du tout le mot que je cherchais. Je voulais dire... je suis pas assez bon pour faire de la com au sens marketing, quoi. J'arrive pas à guider mes projets dans les oreilles de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui est pas mon pote, quoi. Enfin bon, bref. C'est ridicule, vraiment... Donc oui, pour l'instant, je pense que je suis un artiste raté, j'ai beaucoup de choses à améliorer, et j'ai pas envie de devenir un poids économique pour les gens qui seront ma famille dans le futur. Et ça me pèse énormément, j'ai envie vraiment... C'est ce que je me suis toujours dit, parce que Vive la vie du Club des Losers, c'est un de mes albums préférés. J'adore cet album depuis toujours, et depuis déjà à l'école primaire, je l'écoutais parce que mon père l'écoutait. C'est vous dire la famille bizarre dans laquelle j'ai grandi. Et parce que bon, pour ceux qui connaissent pas Vive la vie, c'est quand même un album qui parle de suicide de bout en bout, quoi. Donc quand t'écoutes ça à l'école primaire, c'est vrai que t'es mal parti, mais en même temps t'es bien parti parce que tu connais quelque chose qui a de la valeur culturellement. Voilà, on peut toujours voilà. J'écoutais Vive la vie, je me disais c'est exceptionnel,
Et Fouzati, il l'a fait finalement assez tard, il avait genre 25 ans au moment de la sortie de l'album, environ. Je crois que c'est même peut-être 25 ans tout pile, mais honnêtement, je vais pas vérifier l'information là, on s'en fout. Dites-vous que c'est environ 25 ans, quoi. Moi, je me suis toujours dit, si à 25 ans, je m'en suis pas sorti, c'est con. Je sais qu'il y a des artistes qui s'en sortent plus tôt, plus tard, mais moi, je me compare à des mecs comme Fouzati ou Orelsan qui font le même genre de musique que moi, c'est-à-dire des espèces de textes sur le fait qui parle de soi en des mauvais termes, une espèce d'auto-dépréciation, autodérision. C'est ce genre de musique que je fais, toujours avec un peu d'humour, etc. Enfin bref, je suis plus sur la ligne de Fouzati qu'Orelsan au début, et je pense qu'en grandissant, je me suis retrouvé un peu sur la ligne d'Orelsan. Enfin, j'en sais rien. Honnêtement, je pense que j'ai surtout trouvé ma propre ligne parce que je parle de choses. Franchement, ça ressemble plus à ni l'un ni l'autre, mais disons, je me suis probablement un peu éloigné du style de Fouzati, etc. Et oui, je voulais à 25 ans sortir un album qui soit aussi bien que Vive la vie. Même si Vive la vie n'est même pas le meilleur album du Club des Losers, puisque c'est la fin de l'espèce de manière tout à fait objective. Et du coup, voilà, sortir un album qui soit aussi bien que Vive la vie. Ok, ça c'était mon premier objectif. Mais finalement là je me dis, j'ai 22 ans, j'en suis quasiment déjà capable. C'est juste que je me fais enculer par mes beatmakers quoi. Mais du coup il faudrait que je m'autoproduise. Enfin il y a un truc à faire quoi. Je peux m'en sortir. Honnêtement les textes que j'ai écrits cette dernière année, j'ai cravaché comme un chien. J'ai arrêté de m'intéresser à tout sauf le rap pendant 1 an. J'ai cravaché, j'allais au boulot, je rentrais chez moi, j'écrivais, je voyais mes potes de toutes les semaines parce que je suis pas non plus un putain d'ermite, mais j'écrivais quoi, et je jouais plus aux jeux vidéo, etc. Enfin bref, je lisais plus de livres non plus parce que ça prend du temps. Enfin bref, j'écoutais les albums de rap qui sortent tout le temps, parce que ça c'est un des trucs pour devenir bon, on écoute ce que font les autres, même les trucs qu'on n'aime pas. Et on écoute aussi les anciens trucs qu'on a plus écoutés depuis longtemps pour se dire ah oui c'est vrai que ça c'était bien, ou bien pour se dire ah finalement c'était de la merde cet album, pourquoi est-ce que j'aimais ça, ah pour ça, ah ok faut pas que je fasse la même erreur que lui sinon mon album il plaira qu'à des adolescents qui quand ils grandiront ils aimeront plus, etc. Bref, j'ai moyen de m'en sortir et de faire quelque chose, il faut que je me bouge. Mais là, je suis dans une période dans ma vie où je sais pas si je dois choisir la voie de l'autoproduction ou autre chose. Et là, faire cette espèce de podcast audio, c'est vraiment, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de parler. Et en plus, imaginons, je pense que je vais pas que parler de moi dans ces espèces de capsules, je pense que je vais en faire qui parlent des projets d'autres rappeurs. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire sur le rap. Honnêtement, oui. Je pense que je peux éclater, je peux vous ruiner peut-être l'image que vous avez d'un rappeur que vous aimez bien, avec des arguments fondés, puis après vous vous direz ah oui c'est vrai que c'est pas si bien, ou bien au contraire je dirais de la merde et vous vous direz mais c'est un con ce mec, il sait pas ce qu'il raconte. On verra. Mais ou bien je dirais des trucs bien, je dirais des trucs qui sont justes et vous voudrez pas les entendre. C'est comme dans la politique. Des fois on dit des trucs rationnels, mais personne veut l'entendre. Voilà. Faut que j'arrête de parler de politique. En plus, là, en ce moment, je m'intéresse à la politique, mais je m'y étais plus intéressé pendant 1 an parce que j'avais autre chose à foutre, je faisais du rap. Mais oui, voilà, le but de ce truc, c'est un défouloir, et en même temps, ça peut vous intéresser. Si ça intéresse des gens, ça amènera des gens vers ma musique. C'est une démarche désespérée, vous voyez? C'est une démarche désespérée. Si j'arrive à faire autre chose que de la musique, après, je peux amener potentiellement des gens vers ma musique. C'est triste parce que putain, moi c'est ce que je dis toujours, si on me foutait dans une pièce 15 heures par jour, une pièce blanche avec juste de quoi écrire un clavier quoi, parce que moi j'écris pas avec un stylo, j'écris avec un clavier, mais voilà, on me fout un document texte et mon clavier, et on me fait passer des beats en boucle dans la salle, ça ressemblerait à un asile, mais honnêtement, je pourrais le faire 15 heures par jour et sortir des putains d'albums. Si j'étais encadré et qu'on me forçait à travailler, j'ai même pas besoin d'être forcé parce que j'adorerais ça, j'adore écrire, putain, j'adore faire de la musique. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la société. Et évidemment, ça c'est un caprice d'enfant gâté de vouloir se retrouver dans cette situation. C'est d'ailleurs c'est la situation dans laquelle se retrouvent un peu les mecs qui vont en maison de disques et qui se retrouvent très 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 encadrés. Bah c'est un peu un caprice d'artiste c'est un caprice d'artiste, oui, c'est un caprice d'enfant gâté, c'est un peu comme si tu disais je veux pas faire le ménage chez moi quoi, c'est la maison de disques va tout faire pour moi et puis moi je reçois mon chèque à la fin. J'ai envie de travailler mais j'ai pas envie d'être auto-entrepreneur dans le sens où le mot me fait mal, mais si c'est le meilleur moyen que j'ai de travailler, je serai auto-entrepreneur, voilà, c'est tout.
Et le mot me fait pas si mal que ça, il y a des auto-entrepreneurs qui sont admirables. C'est juste que ça fait un peu de pitié, à une époque où tout le monde monte des startups, t'as pas envie de dire en société que t'as monté une petite boîte et tout pour faire ta musique. Tu sais que les gens ils vont se dire c'est un illuminé, il sera au chômage très bientôt. Bref. Et du coup oui voilà, amener les gens vers la musique par d'autres moyens que la musique, c'est une démarche d'entrepreneuriat, enfin c'est une espèce de démarche totalement triste quoi, enfin c'est-à-dire que non, je n'ai pas particulièrement envie d'amener des gens vers ma musique par d'autres moyens, mais il faut que je le fasse, surtout qu'en ce moment putain ça me fait chier d'avoir un projet qui a été figé et pas vraiment détruit mais disons figé et qui n'avancera plus jamais. Et du coup, je vous avoue que j'ai du mal à me mettre au rap encore. C'est-à-dire, je continue d'en écrire et je continue d'en faire dans mon coin, mais j'arrive pas à me dire je vais sortir un album. Je suis tout le temps en train de me dire faut que je fasse autre chose. Et donc voilà, ça c'est autre chose. Un podcast audio. Et c'est peut-être un truc que les gens devraient tous faire. Ça se trouve, on devrait tous raconter nos vies. Ou bien ça se trouve, c'est super chiant et narcissique de le faire. Moi j'aime bien écouter les gens raconter leur vie, donc je pense pas que ça soit si narcissique que ça. Ça sert quand même, et c'est justement d'ailleurs pour ça que j'adore Vivre la vie ou ce genre d'album. Des gens qui passent leur temps à parler de eux, et puis c'est courant dans le rap, à part dans le rap politisé ou conscient, qui en général me fait chier d'ailleurs, J'aime bien la politique dans la vie, mais dans le rap ça a tendance à me casser les couilles. En général, moi ce que j'aime dans le rap, c'est le fait de me sentir compris que par l'intermédiaire de gens, ou bien de voir une valeur choc et de l'exagération. Voilà, ça c'est une espèce de tripartition, putain non, faut pas que j'emploie le mot de tripartition, de trinité, enfin un truc. En plus tripartition ça a rien à voir. Bref, une sorte de trinité, c'est genre la sincérité, l'exagération et la description. Voilà, ça c'est un truc que je suis en train de entre guillemets théoriser. La description c'est plus l'aspect politique du rap. Ça se trouve ça marche avec d'autres rap. Enfin, d'autres arts, putain mais je me déteste. Bref, d'autres arts que le rap. Mais bon, dans le rap ça serait ça, la description, ça serait poussé à l'extrême, ça serait des trucs comme Kerry James, des gens ou IAM à l'époque, enfin des gens qui font le constat de leur société, etc. La sincérité poussée à l'extrême, c'est Isha ou Fouzati ou des trucs comme ça. Et l'exagération poussée à l'extrême, c'est aussi Fouzati honnêtement, et oui, Isha aussi un peu, mais c'est surtout l'ego trip en fait, c'est genre les textes de mecs qui font de l'ego trip à mort, où ils s'inventent carrément une vie, ou bien c'est les trucs d'horrorcore où on exagère jusqu'à s'inventer meurtrier, etc. Enfin bref. Et t'as un mélange, tu peux exagérer la sincérité, c'est-à-dire prendre des trucs qui sont très sincères mais en faire un truc totalement visuel en fait, c'est-à-dire plutôt que le dire en 15 mots pour un maximum de sincérité, tu vas faire très sincère mais en peu de mots avec une image très violente, voilà, une exagération de la sincérité. T'as une description exagérée, ça serait représenter la réalité qui est autour de toi mais plus en mode science-fiction quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, pas vraiment de la science-fiction mais c'est d'ailleurs en exagérant tous les trucs de la société jusqu'au moment où ça ressemble un peu à un truc genre un roman d'anticipation, voilà. Alors je me reprends parce qu'il faut pas voilà, je vais pas vous parler de sincérité, d'exagération et de description pendant des heures. Mais c'est un truc que je théorise, que j'aimerais bien mettre à plat clairement, mais j'ai pas du tout la discipline universitaire. Bon, j'ai fait l'université en informatique vraiment. Voilà, j'ai fait la fac d'info, j'ai mon bac plus 2, c'est-à-dire que j'ai un DUG, ça sert à rien, voilà, j'ai pas fini ma licence parce que je suis un con. Mais bref, discipline universitaire du côté littéraire, j'ai pas. Donc si je voulais écrire une thèse sur 3 axes dans le rap, sincérité, exagération et description et leur mélange, enfin comment ils s'influencent les uns les autres, etc., comment on peut les mélanger. Voilà, ça serait bien quand même que que je le fasse vraiment comme une thèse, et pour l'instant je sais pas le faire. Mais bref, du coup je vous parle de ça, mais en fait je me suis coupé dans ma propre réflexion. Je parlais du fait qu'on puisse s'enfermer dans une pièce pendant 15 heures. Et je disais c'est un caprice d'enfant quoi, enfin. Mais c'est vrai, quand on veut pas s'occuper de soi, qu'on veut faire que de l'art, c'est un caprice d'enfant. Et ce podcast par exemple, je vais pas faire que de la musique,
Parce qu'il y a que dans un monde idéal où faire que de la musique, ça me ferait gagner de l'argent. Non, je peux pas faire que de la musique et puis d'un coup il y a de la thune qui me tombe dessus, il faut que je fasse de la com autour. Et la com, par exemple, ça peut être de la com, de commencer à essayer de fédérer des gens qui pourraient trouver que j'ai un discours cool ou qui pourraient me trouver sympathique. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui s'entendent pas avec moi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'aiment bien. J'ai beaucoup d'amis, l'air de rien. Je suis très bon pour garder des amis. J'ai des amis depuis la maternelle avec qui je m'entends encore, etc. Donc potentiellement, je suis pas le mec le plus antipathique de la Terre. D'ailleurs, je suis quelqu'un de très empathique. Du coup, normalement, oui, avoir une discussion avec quelqu'un, ça se passe toujours bien. Discuter tout seul, je suis pas sûr que ça intéresse les gens, c'est sûr. Mais il faut que j'essaye, parce que vouloir faire que de la musique et puis boum, d'un coup ça marche, ah putain, c'est un caprice, j'en ai conscience, je me retrouverai jamais dans la situation où je suis 15 heures par jour en train de faire ce qui me plaît dans une pièce sans fenêtre. Non, ça ne m'arrivera jamais. Je vais toujours être obligé, comme quand on apprend à devenir adulte en mode oh putain c'est chiant, faut que j'aille faire les courses, le ménage, blablabla, j'ai pas d'argent, ça fait chier, faut que je me retrouve un travail parce que ce mois-ci c'est plus possible, etc. Voilà, ça c'est juste la vie en fait, et moi je souhaiterais évidemment que ça soit plus simple, j'aimerais bien qu'on ait un salaire universel ou un truc comme ça, évidemment. Mais pour l'instant c'est pas le cas, et dans la musique c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a pas de soutien pour les artistes qui va me permettre de faire juste ma musique, et puis d'un coup il y aurait quelqu'un d'autre qui ferait magiquement ma com à ma place alors que j'ai demandé à personne de le faire, et que je me sors pas les doigts du cul quoi. Enfin putain, c'est ça, c'est pourquoi suis-je un artiste raté, hein, on est dans le thème, je vous jure qu'on est dans le thème. Je sais qu'on dirait que je déblatère n'importe comment, mais je suis un artiste raté parce que je sais communiquer à travers l'art, mais je sais pas faire de la communication autour de l'art. Je suis totalement incapable de dire aux gens allez écouter ma musique, à part à mes potes, mais c'est-à-dire que j'ai jamais collé un flyer ou je sais pas quoi, j'ai jamais collé une affiche, j'ai jamais fait un open mic, enfin vite fait des fois, mais disons je m'y suis jamais mis à en faire tous les mois quoi. Et etc. Enfin je communique pas autour de mon art, je fais mon art comme un autiste dans ma chambre, ou avec un ami, et puis après il me plante un couteau dans le dos, et puis j'ai le seum, et ça me fait chier en plus de perdre un ami, etc. Mais j'ai pas ce truc, voilà, de réussir à créer de l'engouement vers ce que je fais. Alors que, a priori, ce que je fais n'est pas à chier. C'est-à-dire que j'ai conscience de pas être à la qualité album studio, j'en suis pas là. Mais je sais que je pourrais y être d'ici 2 ans maximum. J'arrive à le visualiser, j'arrive à voir que mes textes deviennent de mieux en mieux parce que je me bute à l'autocritique. J'ai été mauvais dans le rap. J'ai été mauvais dans le rap pendant 8 ans, franchement, sans déconner, j'étais longtemps mauvais. J'ai commencé à écrire des textes de rap quand j'avais 13 ans. Je vous jure que vers... ouais, dans 8 ans, du coup, c'est un peu violent, hein. Mais disons que, ouais, vers 20 ans, 19 ans, ça commence à aller un peu mieux. Puis là, j'ai 22 ans, je sais que ce que je fais, c'est à peu près pas mal. Et l'année dernière, quand j'avais 21 ans, Érection du calvaire que j'ai sorti, donc, bah, ouais, c'était ok, quoi. C'était ok, les textes sont pas parfaits parce que c'est des textes qui commençaient déjà un peu à dater. Le flow est pas parfait, la façon dont je cale ma voix, c'est-à-dire dont je me place vocalement pour avoir une voix charismatique ou pas charismatique, là il y avait un choix, donc on peut rien redire là-dessus. J'ai fait exprès d'avoir une voix un peu blasée, un peu anti-charismatique, un peu genre j'ai tout abandonné, etc. C'était fait exprès. Donc là-dessus c'était bien, les textes étaient pas mal. Franchement, il y a des belles trouvailles, et les prods étaient ok, voilà, les prods étaient ok. Bon, c'est l'ami en question hein, qui m'a abandonné sur le projet sur lequel on travaillait, donc je dis du bien quand même de son travail, c'est un mec qui travaille très bien, mais j'ai pas envie de lui faire de la pub. Ce que je fais, c'est pas mal. C'est pas à chier, je suis sur la bonne route, il faut que je continue de bosser. Là en ce moment j'ai arrêté de bosser sérieusement le rap, hein, parce que je l'ai fait pendant 1 an et pour au final me faire empaler quoi, ça m'a un peu saoulé, enfin bon. Mais je vais m'y remettre sérieusement dès que j'en aurai de nouveau les moyens déjà économiques, parce qu'il faut que je retourne travailler là. Là, je vous enregistre ça, je suis en pleine recherche d'emploi, je suis je suis un peu vraiment dans la merde. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, vraiment pas.
Mais je me plains pas, c'est toujours comme ça. Enfin, je me plains parfois, mais disons, au fond de moi, je sais que je dois travailler, et c'est pour ça, voilà, ce que je vous disais, c'était ça, que je suis dans l'autocritique tout le temps. Bah oui, c'est ça, parce qu'il y a que comme ça que j'avance. Pendant longtemps, j'étais un mauvais rappeur, pendant vraiment longtemps. Mais à partir du moment où j'ai accepté de faire une autocritique pas uniquement de surface, mais vraiment sévère envers moi-même, j'ai pris un niveau assez dingue. C'est-à-dire que au début, je faisais mon autocritique comme un gamin, quoi, en mode oh, ce que je fais c'est pas bien, oh, ce que je fais c'est pas bien, c'est pas génial, mais ça va. Et puis quand les gens me disaient que c'était de la merde, j'étais en mode non mais tu comprends pas, j'ai des problèmes de respiration, ce genre de choses. J'avais ce genre d'excuses parce que oui, par exemple, j'ai des problèmes de respiration qui sont réels, quoi. Je suis pas asthmatique, hein, mais j'ai une malformation du torse, donc j'ai pas la capacité pulmonaire de quelqu'un de normal. Et donc j'étais en mode oui, mais non, c'est pour ça que je suis un mauvais rappeur. Ou bien des trucs du genre ouais, mais je commence, je débute et tout. Enfin bref, je me trouvais des excuses. À partir du moment où j'ai commencé à faire ma vraie autocritique, là j'ai pris quand même beaucoup plus de niveau. Par exemple, au début j'étais pas du tout technique. Je refusais d'avoir la technique où on se cale correctement, où on parle rythmiquement en fait. Je faisais du rap comme on parle. Alors peut-être que c'est parce que j'écoutais trop Fouzati et que sur Vive la Vie il est un peu comme ça. Sur La Fin de l'Espèce il l'est plus, hein. Après, dire que Fouzati est offbeat, ça a toujours été de l'hypocrisie. Mais par contre, sa cadence, voilà, je parle pas d'être offbeat, hein, je parle de la cadence. C'est vrai que sa cadence est pas parfaite sur Vive la Vie, mais moi personnellement, je trouve que ça a beaucoup de charme. Mais par contre, je comprends pourquoi les gens refusaient de m'écouter quand moi aussi j'avais une cadence qui était plus la cadence de la parole que la cadence du rap, quoi. C'est-à-dire trouver des rythmiques, en fait, des rythmiques comme quand on fait des percussions, mais pour parler. Voilà. Enfin, pour rapper, du coup. Et du coup, ça, oui, j'ai mis longtemps à faire genre un peu l'extravurst. J'étais, putain, oh merde, je me rends compte que je parle à tout le monde, je peux pas employer des termes alsaciens. Enfin, à moins que extravurst, les gens le comprennent. Enfin bref, tant pis, j'ai pas de synonyme, j'ai pas de synonyme en français. Vous faites chier. Pourquoi vous êtes pas alsacien aussi, hein? Bref. Du coup, voilà, je faisais l'extravurst. Du coup, je voulais pas faire comme les autres. En gros, c'est ça. Et finalement j'ai accepté de me rapprocher un peu j'ai appris à apprécier le rap technique parce que pendant longtemps ça me faisait chier, et vous imaginez, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, pour devenir bon, c'est ça, il faut apprendre à apprécier tout ce qui est bon dans un média particulier. Quand vous faites du dessin par exemple, il faut apprendre à apprécier le dessin technique, mais aussi les gens qui font de l'abstraction, et puis il faut apprendre par exemple à apprécier le découpage des cases, la pagination, etc. Il faut tout apprendre à apprécier, tous les trucs techniques, il faut apprendre, il faut savoir. Et dans le rap c'est pareil. Pendant longtemps, je m'en foutais de savoir que tel mec il avait pris un flow exigeant, ou etc. Et pourtant j'adorais TTC, mais parce que TTC c'est super exigeant, sans déconner. Bâtard Sensible c'est un des albums les plus exigeants de l'histoire du rap, même peut-être à l'international, hein. Mais même si j'adorais TTC, je me rendais pas compte d'à quel point c'était exigeant, justement. Ça a changé depuis. Et voilà, et j'écoutais des trucs plus pour l'aspect sincérité, je m'en foutais de la technique. C'est-à-dire, voilà, je me contentais du fond et pas trop de la forme, alors que, voilà, en appréciant la forme, d'un coup, on devient... Enfin, c'est tout un monde qui s'offre à nous. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait, je sais pas... Quand c'est-à-dire, je crois que c'est après que j'ai sorti un truc qui s'appelait Versachrome, que vous pouvez aller écouter, mais peut-être ne le faites pas, parce que moi j'aime toujours cette œuvre, et je suis toujours fier du travail que j'avais fait à l'époque avec mon pote Pink. Mais c'est vrai que ça risque de vous fâcher avec moi, parce que c'était quand même assez exigu comme truc. Genre, si vous écoutez ça, vous allez vous dire putain, c'est un adolescent, quoi. Parce que j'étais encore, voilà, justement, je connaissais un peu la technique, hein, je savais ce que c'était une multisyllabique et tout, hein, j'étais pas non plus un idiot fini qui n'y connaît rien en rap, mais j'étais dans un... Enfin, ouais, c'est ça, j'étais pas un pro de la technique, je savais pas tous les trucs qu'on peut faire, et je me forçais pas moi-même à être technique. Je me disais, moi je suis pas un rappeur technique, je fais les choses à ma manière. C'était con. Enfin, honnêtement,
c'est pas con, genre débile, ultra débile, hein. On peut faire ça et ça peut être une démarche artistique intelligente. Mais vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas vouloir vous écouter. Et moi, je veux que les gens m'écoutent, putain, je veux pas rester dans mon coin toute ma vie. J'ai toujours adoré communiquer, et j'ai toujours détesté me faire ostraciser, ce qui m'est arrivé régulièrement, malheureusement. Je m'en plains pas, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Des fois on se fait harceler à l'école ou des trucs comme ça, et puis voilà, hein, c'est la vie. Mais du coup, je me suis souvent fait un peu marginaliser, puis ensuite pendant une période je me marginalisais moi-même, et ça correspond à la période où j'en faisais qu'à ma tête en musique. Puis au bout d'un moment je me suis dit, les gens ont arrêté de me marginaliser, mais moi je continue de me marginaliser moi-même. Je vais arrêter de me marginaliser moi-même, je vais aller vers les gens dans la vie et en musique. Et c'est venu plus vite dans la vie qu'en musique. J'ai continué à me marginaliser en musique pendant au moins 1 an après avoir commencé, en sortant du lycée, j'ai commencé à arrêter de me marginaliser, à aller de nouveau vers les gens, parce que c'est ma nature, c'est comme ça que j'étais quand j'étais enfant. C'est juste que j'avais changé en me faisant violenter, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, on retourne vers les gens. Et voilà, d'abord j'ai fait ça dans la vie, puis après c'est venu dans la musique. Au bout d'un moment je me suis dit, mais je vais apprendre, pourquoi est-ce que je dirais je ne suis pas un rappeur technique? Les gens ils écoutent aussi pour la technique, donc je vais aussi devenir un minimum technique, même si je suis pas un rappeur ultra technique maintenant, mais disons ça va de mieux en mieux. Érection du Calvaire, c'est pas le meilleur exemple parce que les trucs que j'ai écrits depuis sont meilleurs sur ce plan là, mais bon, un jour j'arriverai à financer ce projet d'album et tout, enfin je m'en sortirai, j'arriverai à faire ce putain de projet d'album que j'ai pour vous montrer au monde et vous montrer du coup tout ce sur quoi j'ai travaillé depuis Érection du Calvaire, parce que j'ai quand même une dizaine de morceaux quasiment qui pourraient déjà exister si j'étais pas si les prods ne m'appartenaient toujours, etc. Enfin bref, c'est compliqué quoi. Là, je prends une pause. J'en ai conscience, je prends une pause avec le rap. Là, j'ai arrêté de me poser des questions sur le rap depuis 1 ou 2 mois. Faut dire que j'ai autre chose à foutre, faut que je trouve un travail, faut que je me remette du coup qu'on m'a porté dans le dos, parce que c'est dur quand même psychologiquement, donc faut s'en remettre pour pouvoir ensuite refaire confiance aux gens dans le monde de la musique. Je fais toujours confiance à mes amis, mais dans le monde de la musique, par contre, ça fait chier, quoi. Bref. Voilà. Autocritique, c'est toujours comme ça. Il faut toujours être dans l'autocritique, c'est comme ça qu'on avance. Et je suis sûr que tous les bons artistes ont dû passer par là, très certainement. Doit y avoir peu de gens qui ont une espèce de talent inné, qui font tout bien, hein. C'est comme les dessinateurs, hein. Moi qui fais un peu de dessin, je peux vous le dire. Je dessine pas super bien, je dessine depuis toujours parce que c'est un truc que les gens font dans ma famille, mais quand je dessine, je vois à quel point c'est à chier, et c'est important parce que du coup je dessine de mieux en mieux avec les années. Mais voilà, donc ça vaut partout, et puis ouais, je pense qu'il y a peu de gens qui avancent sans autocritique, peut-être quelques élus, mais disons voilà. Ah oui, il y avait un autre point. Donc là je lis un peu, en fait j'avais écrit une introduction et je relis un peu les passages que j'avais écrits. J'avais écrit un truc. Je ne suis pas obligé de rester dans cet état lamentable toute ma vie, parce qu'il n'y a pas de malédiction, en fait. Pourrait y en avoir une, évidemment, hein. On peut commencer à penser les trucs de manière mystique. Ça se trouve, il y a une malédiction qui pèse sur moi. Mais j'ai pas envie de dire je suis un poète maudit, c'est pour ça que j'y arrive pas. Il faut pas que je me dise ça. C'est con, c'est pareil, ça me fera pas avancer. Donc je peux pas dire ça, je peux pas être dans le délire du poète maudit. Je peux l'écrire dans l'art, par exemple. Je pourrais écrire un morceau où je m'amuse à dire que je suis un poète maudit et que j'arriverai jamais à rien. D'ailleurs, c'est un peu ce que je fais souvent, hein. Souvent, il y a des trucs qui sont de l'ordre de j'arriverai jamais à rien. Mais je le pense pas dans la vie. Ou du moins, je le pense quand je suis très malheureux, mais après on se reprend et puis on essaye de faire des trucs, quoi. Et voilà, et peut-être que je suis un poète maudit. Moi je suis pas là à vous prendre de haut et à vous dire qu'il y a pas de malédiction, que ça existe pas. Ça se trouve il y a des malédictions, qu'est-ce que j'en sais, putain, sans déconner. Et ça pourrait exister, mais c'est juste que j'ai pas envie de me dire que puisse y avoir ça qui pèse sur moi. Je suis quelqu'un en général qui me place plutôt sur des trucs rationnels. Donc je crois en Dieu, par exemple, de manière, selon moi, assez rationnelle. Ça serait tout un sujet. C'est-à-dire de manière non religieuse, etc. Enfin, c'est une foi personnelle, etc. C'est pas un truc de religion. En plus, je suis pas baptisé.
En fait, je pense que croire en Dieu, ça fait du bien. Donc, on peut se permettre de croire en Dieu. Et en plus, moi, j'aurais un discours rationnel pour dire que Dieu potentiellement existe, parce que j'ai fait de l'informatique, et qu'une fois que vous vous rendez compte de certaines choses en informatique, vous vous dites, ah, c'est bon, on peut bien créer un monde de toutes pièces, quoi. Bref. Ça, c'est... Mais bref. Et du coup, oui, croire en Dieu, ça fait du bien, croire en des malédictions, ça fait pas du bien, donc je vais pas m'amuser à croire en des malédictions, je vais pas dire que je suis un poète maudit, je pense que c'est important de le dire, je suis pas là en train de vous dire, je suis un artiste raté, parce que je suis maudit, non, c'est pas ça le discours. C'est pas ça. Je précise aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre de parler de malédiction, mais en fait, je pense que ça m'est arrivé relativement souvent qu'on me dise que je suis quelqu'un de malchanceux, je suis pas le seul à penser que je suis malchanceux. Ouais, il y a pas mal de gens qui m'ont fait la remarque dans la vie qu'il m'arrivait quand même beaucoup de trucs de merde, malgré le fait que je sois plutôt quelqu'un de bienveillant, etc. Personnellement, bon, ça va, je suis irrationnel, donc je sais que je suis dans un pays où je vis plutôt bien et tout, ça va. Mais c'est sûr que c'est pour ça que la question un peu de... Ouais, enfin, c'est pour ça que je pourrais être amené facilement. Moi, en fait, si je parle de malédiction, c'est parce que je fais beaucoup la blague dans la vie. J'aime beaucoup faire la blague... de dire que je suis maudit sur 5 générations, etc. Je le dis parfois dans des conversations, mais c'est comme ça, quoi. C'est juste un truc avec lequel j'aime bien rigoler et que les gens me font remarquer aussi. Les gens ont tendance à me dire putain, il y a qu'à toi que ça arrive, tel truc ou tel truc. Un truc qui est important, c'est que je suis quelqu'un de pessimiste. Alors là, je vous fais un discours. Je vous jure, je suis pas coach en développement personnel, et je dis pas ça pour être méchant envers les coachs en développement personnel. Voilà. Et du coup, non, dans la vie, je suis pas tout le temps en train de dire, allez, on se ressaisit, on va faire les choses bien, vous douterez bien que si j'étais à 100% comme ça, à 19 ans, j'aurais réussi ma carrière de rappeur. Ou maintenant, quoi. Ou là, à 22 ans, enfin, j'en sais rien. En tout cas, ou pas, ça se trouve, je serais juste une merde et tout, enfin, bref, j'en sais rien. Ouais, je vais pas faire ce genre de supposition, mais en tout cas, je suis quelqu'un de pessimiste. Je suis pas tout le temps en train de dire allez, on va s'en sortir. En vérité, moi, j'y crois pas trop, mais je fais de mon mieux pour y croire. Je fais de mon mieux pour y croire, je fais de mon mieux pour avancer, même si normalement tout devrait me pousser vers le fond, quoi. Et comme je vous le disais, mon père, il était un très bon artiste, il a jamais touché un seul centime, mais j'ai envie de faire la différence, et j'ai envie de me dire, mon père, il a contacté des maisons d'édition qui lui ont dit non, et ensuite il a élevé ses gamins. Même si je suis pessimiste, j'ai envie de faire la différence, j'ai envie de me dire, ouais, il faut que j'essaye de... Si je suis un artiste, si j'arrive pas à me sentir bien dans un autre rôle que le rôle d'artiste, il faut que je m'en sorte comme ça, en étant artiste. Par tous les moyens, il faut que je trouve un moyen que ça... hop, ça marche, ça... Et c'est-à-dire que je vais pas abandonner après avoir envoyé des manuscrits à des maisons d'édition, etc. Après, je sais pas. Honnêtement, j'en ai pas discuté avec mon père. Je sais pas à quel moment il a abandonné cette idée. Et d'ailleurs, récemment, il m'a dit qu'il allait peut-être écrire de nouveau un bouquin, alors qu'il a pas écrit de bouquin depuis super longtemps, depuis avant ma naissance, je pense. Donc comme quoi, voilà, ça peut le faire. Hein. Mais c'est juste que moi, j'ai pas envie. Enfin, j'aimerais le faire le plus vite possible. J'aimerais m'en sortir en ayant tellement d'exigences envers moi-même que ça y est, je m'en sors. Et je dis beaucoup j'aimerais, c'est vrai que c'est con parce que normalement je devrais faire. Mais là c'est ce que je fais justement. Avec ce podcast audio, je commence une espèce de nouvelle démarche. Et je sais pas où ça me mènera. Ça se trouve ça sera un bide total, tout le monde s'en fout. Mais je fais ce que je peux pour essayer de trouver un moyen de me relancer vers l'art parce qu'en ce moment je suis mou, je fais du rap dans mon coin et puis à chaque fois que je me dis que je vais me mettre sérieusement de nouveau, enfin je me le dis pas, je vais me mettre de nouveau sérieusement à un projet d'album, j'y arrive plus. Je me suis peut-être épuisé aussi à faire que ça pendant un an en bossant avec quelqu'un qui bossait moins que moi, hein, honnêtement, même s'il bossait aussi, hein, il bossait bien, mais il était moins sérieux que moi, il avait moins envie, comme c'est quelqu'un qui a peur de gagner de l'argent avec l'art, c'est un peu l'inverse de ce que moi je pense, quoi. Enfin bref. Et puis merde, là, évidemment que l'art se monnaie dans un monde où tout se monnaie. Et si tu veux un monde où les choses ne se monnaient pas, bah ça va pas arriver demain. Donc pour l'instant, tu fais avec ce qu'on te donne, tu fais avec les règles du jeu, quoi.
Ça me dépasse un peu. Et du coup, oui, c'est vrai que on travaillait pas avec le même objectif en tête. Moi, je veux en faire un métier de mon truc d'artiste. Et pas forcément en étant signé en maison de disque, ça peut être en étant comme les youtubeurs de merde qui ont un Tipeee ou je sais pas quoi, hein, je m'en fous, je veux juste m'en sortir. Et pour l'instant, ça va pas arriver immédiatement, je sais que dans l'année qui vient, je vais être probablement de nouveau téléconseiller ou une connerie comme ça, et puis l'année d'après aussi sûrement, en bossant le soir sur ma musique ou sur autre chose. Mais si je m'y mets sérieusement, un jour mon objectif sera peut-être atteint. Tiens, c'est marrant, je me suis marqué, pourquoi vouloir communiquer? Mais oui, j'ai envie de communiquer, parce que je me sens compris dans l'écoute des autres, j'ai envie que les autres gens se sentent compris, peut-être, ou alors j'ai envie de me sentir compris, cette fois-ci pas en écoutant les autres, mais en disant des choses que les gens comprennent. En tout cas, la communication c'est super important, c'est un truc, je m'en rends compte énormément, c'est l'un des trucs qui me rend heureux. Faire de l'art, finalement ça tourne un peu autour de ce sujet-là, c'est-à-dire que écouter du rap ça a toujours été une de mes seules sources de bonheur. Ça vient probablement du fait que c'est de la communication, c'est des textes extrêmement fournis par rapport à ce qu'il y a dans d'autres médias musicaux. En parlant de textes fournis, j'adore la littérature américaine où il y a un langage souvent très oral, et du coup sur des longs textes aussi, hein, The Catcher in the Rye par exemple, hein, donc l'attrape-cœur, ou bien Bukowski, mais c'est un exemple un peu facile, ou bien John Kennedy Toole avec la conjuration des imbéciles, ce genre de choses. Bref, j'adore la littérature américaine aussi, et surtout j'adore parler avec les gens, j'aime beaucoup passer 6 heures dans une pièce à discuter avec quelqu'un, c'est quelque chose qui me remplit d'énormément de joie. J'aime beaucoup me sentir connecté aux gens, j'aime analyser leurs problèmes, essayer de trouver une solution. Ça me dérange pas de me sentir triste quand les gens en face de moi sont tristes, je trouve ça très sain et ça me porte. Voilà. Donc la communication, ça a toujours été un truc qui a une part importante dans ma vie. Donc, ouais, il y a des gens qui aiment peut-être moins communiquer. En tout cas, moi, c'est un truc important. Et c'est probablement pour ça que je fais de l'art, en plus de mon éducation où on m'a poussé à aimer beaucoup la musique, à aimer beaucoup le dessin, ce genre de choses. Enfin, on m'a pas fait faire de musique, mais on m'a fait écouter beaucoup de musique. Enfin, mon père écoutait beaucoup de musique et moi j'étais dans la pièce donc j'en entendais. Il m'a pas dit vas-y écoute de la musique, mais bon j'étais là quoi. Jusqu'à qu'il parte de la maison, mais après j'ai continué à en écouter tout seul et c'est comme ça que je suis devenu vraiment passionné par la musique en essayant de retrouver les trucs que mon père écoutait, donc je fouillais sur internet pour retrouver tous les trucs que mon père écoutait. Bref, peur de mourir sans laisser de traces, je m'étais noté ça aussi. Ça c'est super important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de faire des gamins. C'est important de faire des gamins sans déconner, ça fait partie des trucs qui restent après votre mort. J'allais dire, c'est important de laisser une trace parce que sinon on a l'impression qu'on a vécu pour rien. On a vécu, on est mort, mais il reste rien. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Donc faire des enfants et faire de l'art. Mais en fait, j'ai reçu un message d'un pote qui me dit qu'il a loupé son train, il était censé retourner à Paris, là. Et du coup, il me dit de sortir. Donc je vais lui dire oui. Je vais mettre en pause cet enregistrement et je vais y aller. Il y aura une petite discontinuité, mais c'est important. Je vais y aller. On me dit d'aller quelque part pour discuter, je le fais. Allez, à plus tard. Et me voilà de retour. Vous m'entendez, j'ai probablement, à mon avis, il y a moyen que j'ai la voix un peu plus grave après quelques verres avalés. Quelques grammes d'alcool en plus. C'est possible que j'ai la voix un peu plus grave. Et que je sois un peu plus calme aussi, ça se trouve. Hein. Qui sait l'effet que me fait l'alcool. En tout cas, j'ai pas envie de me coucher, j'ai envie de finir ce que j'ai commencé. Et c'était cool, on a discuté avec des gens qu'on connaissait pas. Ça peut arriver, parfois ça arrive. Hein. De parler avec des inconnus, ça peut être cool. Et là on l'a fait, et c'était marrant. Voilà. Alors... Putain, attendez, je bois de l'eau. J'en ai rien à foutre. Ah, on se met bien avec de l'eau, hein. Putain, c'est bon, l'eau. Ah, sa mère. Ouais, on se met bien. En plus, j'ai dû marcher... moi, j'habite loin du centre-ville, donc j'ai dû marcher pour revenir chez moi. En fait, c'est ce que je fais tout le temps, et c'est un plaisir, j'adore marcher, je sais pas pourquoi je me plains alors que j'adore ça. Le con. Le connard. Bref. C'est marrant, en fait. Avant, j'ai parlé de tout ce que je voulais dire. J'ai parlé de mon père aussi, j'ai parlé de l'exigence.
J'ai parlé des critères. Vie de travailleur, valeur travail. Ah, c'est marrant que je me sois noté ça. Ouais. Bah, c'est ça, la valeur travail. Bah, en fait, oui, ça c'est important. L'art, c'est du travail. On peut parfois avoir des discussions avec des gens, moi j'en ai une en tête. J'ai discuté une fois avec quelqu'un qui m'a dit moi quand je fais de la musique je travaille pas. Quand je suis au travail je travaille, quand je fais de la musique je prends plaisir. C'est quelqu'un qui m'a dit ça une fois, moi je suis pas d'accord avec cette vision-là de l'art. Pour moi c'est du travail aussi. Hein. Quand on s'y met sérieusement, en tout cas c'est clairement du travail. Et puis même quand on étudie un sujet débile en faisant des recherches sur internet, c'est aussi un peu du travail. Enfin quasiment tout peut être vu comme du travail si on détourne un peu l'angle de vue. À partir du moment où t'es pas particulièrement en train de te divertir, mais que t'es dans la recherche de quelque chose, que t'es en train d'essayer d'être productif, ou du moins de soit créer quelque chose, soit comprendre quelque chose, ce genre de choses, pour moi c'est du travail. Je suis en train de rigoler parce qu'il est 3 heures du mat et mes voisins, s'ils m'entendent, c'est un peu une belle vengeance. Les mecs ils se battent devant chez moi à 5 heures et là je parle super fort dans un micro, c'est excellent. Du coup ouais, c'est une vengeance incroyable. Mais ouais, du coup, la valeur travail, c'est important de se rendre compte que l'art, c'est du travail. Il faut pas se dire, moi, j'ai pas envie de me dire, j'ai un vrai boulot et à côté, je fais de l'art. Pour moi, l'art, c'est un travail, ça serait bien. Le but, ça serait de pouvoir en vivre, le but, ça serait de pouvoir faire ma vie autour de ça, c'est évident. Et j'ai marqué aussi socialement, on ne vaut pas grand chose en tant qu'artiste raté. Elles sont marrantes mes notes, hein, parce que franchement, c'est ultra, y a pas de fil conducteur, ça va un peu dans tous les sens, j'aurais dû les organiser un peu mieux. Mais ouais, la valeur sociale de l'artiste, ça c'est intéressant parce que, vu qu'on est dans un monde libéral, l'artiste vaut quelque chose s'il fait de l'argent, quoi. En quelque sorte. Ou alors s'il est mort et que dans le passé il a été excellent, quoi. Enfin, s'il a une réputation du passé, ça veut pas dire qu'il a été excellent, hein. Et du coup, ouais, socialement, un artiste raté ne vaut pas grand-chose. C'est important de le comprendre. C'est-à-dire que c'est comme les étudiants, en fait. Quand t'es étudiant, ta valeur sociale, dans un monde libéral capitaliste, elle est à chier, quoi. Tout le monde te regarde du coin de l'œil en se disant, ce mec-là, il a encore rien fait de sa vie et tout. En France, c'est peut-être... je sais pas si en France, c'est pire ou mieux. Parce qu'il y a moyen qu'en France on respecte un peu plus les étudiants parce qu'on a tendance à être gentil avec les pauvres, un peu moins tourné vers l'admiration des riches en France, donc possible. Mais en tout cas ouais, l'artiste raté ça vaut pas énorme. Enfin, tu vas pas dire à une meuf que tu dragues que t'es un artiste raté, quoi. Et si tu lui dis ouais je suis artiste, mais qu'elle comprend que tu branles rien de ta vie, je pense que c'est pas super non plus. Donc la valeur sociale pas excellent, quoi. Moi j'aime bien dire aux gens que je fais de l'art parce que je me force à le faire. Pendant longtemps, quand j'étais au collège, lycée, comme je suis un mec qui a pas du tout une dégaine de rappeur, ou enfin non, dégaine je sais pas, mais disons comme je traînais jamais avec les mecs qui sont susceptibles d'écouter du rap et que je traînais plutôt avec les mecs qui sont susceptibles de jouer aux jeux vidéo toute la nuit et d'écouter du métal ou des trucs comme ça, c'est sûr que ouais, je disais pas trop aux gens, même déjà que je disais pas aux gens que j'écoutais du rap, je disais pas que je faisais du rap, encore moins, quoi. Et c'est marrant parce que depuis que je dis aux gens que je fais du rap, je me suis rendu compte que les gens ils s'en battent les couilles, en fait. Enfin, ils font ouais, quoi. Ils s'en foutent. Il y a plein de gens à qui j'ai dit ouais, à l'époque où du coup je travaillais avec mon pote, qui m'a mis un couteau dans le dos. Avant, du coup, quand on travaillait encore ensemble, je disais ouais, j'ai un groupe de rap. Et les gens ils me disaient puisqu'on travaillait sur un album commun, on rappait tous les deux, en fait. Et les gens ils me disaient ouais ok, ils s'en battaient les couilles, hein, vraiment. Voilà, c'est ça. Et si maintenant je dis je fais du rap, je suis signé en maison de disque, tout le monde m'adore, je fais 100 millions de vues sur YouTube, et évidemment que là les gens ils vont peut-être un peu plus s'intéresser. Faire de l'art, c'est intéressant du point de vue des autres artistes. Si tu dis à un artiste que tu fais de l'art, il va peut-être cligner des yeux 3 fois, mais si tu dis à quelqu'un qui est pas un artiste que tu fais de l'art, je pense qu'il s'en bat les couilles. Mais c'est intéressant, c'est marrant que je me sois noté ça. Mais c'est ça, l'artiste raté, en fait, ne vaut pas grand chose en société, c'est pas valorisant d'être un artiste raté. Tant mieux. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est bien ou pas. C'est peut-être triste parce que ça va probablement forcer plein de gens à arrêter. Il y a plein de gens qui vont choisir une autre voie. Ils vont se dire, oh, finalement, je suis pas fait pour l'art, et ils vont faire autre chose. Moi, j'en suis pas loin, honnêtement, dans ma vie. Il y a des moments, là, je suis encore un peu motivé et tout. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me lance dans ce délire et tout. C'est parce que j'ai encore de la motivation que je suis prêt à faire des initiatives.
Mais il y a des gens, et moi j'en suis pas loin, qui vont se dire ouais, je vais fonder une famille, faire un job de merde toute ma vie, et puis voilà, quoi. Parce que c'est vrai que quand t'es un artiste et que tout le monde s'en branle de ce que tu produis, etc., c'est pas encourageant du tout, et voilà. Socialement, ça le fait pas. C'est dommage. Honnêtement, c'est vrai que ça pourrait être l'inverse. On pourrait valoriser les gens qui font de l'art même s'ils ratent. On pourrait se dire, bah putain, ils ont de la détermination, ils sont tout le temps en train, surtout les gens qui sont travailleurs, quoi, en fait. Les gens qui sont travailleurs dans l'art malgré les échecs, moi je trouve ça admirable. Mais c'est sûr que la plupart des gens captent pas ça. Et puis moi je parle de faire de l'art, mais je sais pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils font de l'art entre guillemets, en fait, ils se branlent totalement, ils font un truc tous les mercredis du mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas tous les soirs en train d'y réfléchir, tous les matins dans le bus en train de réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent écrire, etc. Ça c'est une autre démarche déjà. C'est la démarche du rappeur. Ça c'est un truc qui est commun à tous les rappeurs. C'est écrire dans les transports en commun parce que ton esprit est en permanence soit en train de faire des rimes, soit en train de faire des observations, soit en train de penser à des trucs qui te sont arrivés, alors tu te fais une remarque à toi-même et tu répercutes cette remarque sur un texte. J'imagine qu'il y a plein d'artistes qui sont comme ça. Les comédiens, d'ailleurs, je suis très intéressé par le rapport entre l'écriture des comédiens, donc les mecs qui font du stand-up, hein, pas les comédiens genre théâtre et tout, et l'écriture rap. Je pense que c'est enfin franchement, c'est pas loin d'être la même écriture. Il y a un peu ce même principe d'avoir une chute, donc la punchline, etc. Enfin, il y a un peu ce même principe d'avoir préparation, chute, etc. Et il y a le même principe d'écriture du mec qui est tout le temps en train de prendre des notes. À mon avis, le mec qui écrit du stand-up, il doit être tout le temps en train de prendre des notes comme un rappeur. Et je suis sûr que ça doit être des modes d'écriture qui sont proches. Je pense qu'un mec comme moi qui a passé sa vie à s'intéresser à comment s'écrit le rap, tu me mets, allez, disons, tu me fais faire du stand-up pendant 1 an, je pense que ça devrait... Ça se trouve, je deviens pas dégueulasse parce que je devrais comprendre. Je pense que c'est à peu près le même type d'écriture. Ça, c'est un truc dont j'ai pas parlé aussi. Il y a énormément de gens qui font du rap, donc dire que tu fais du rap, ah putain, mais oui, c'est vrai, ça, sur l'aspect social. Dire que tu fais du rap, moi, j'ai tendance à avoir honte limite par moment, et c'est peut-être pour ça aussi que pendant longtemps je le disais pas. C'est parce qu'il y a beaucoup de rappeurs, et il y en a beaucoup, ils sont ridicules, enfin, c'est triste, mais il y a beaucoup de mecs qui ont aucune originalité dans ce qu'ils font. Et du coup, c'est difficile. Souvent, tu te dis, bah, en fait, je suis un mec comme eux, quoi. Je suis un espèce de, enfin, c'est pas un art où on se sent fier de le pratiquer quand on observe quand tu rencontres en soirée des mecs qui font du rap, souvent, c'est des mecs un peu cons sur les bords, ou limite autistes, ou des mecs extravagants qui essayent tout le temps de se faire remarquer, ce genre de choses. C'est vrai que c'est pas génial, honnêtement. Pourtant, moi, je suis plutôt... Enfin, j'aime bien écouter les gens et essayer de comprendre ce qu'il y a de bien chez eux. J'essaye de trouver les qualités des gens quand je leur parle. Et j'avoue que, ouais, je sais pas pourquoi j'ai un problème avec le fait de rencontrer des rappeurs qui sont souvent casse-couilles. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est encore pire, du coup, socialement. Déjà, quand t'es un peintre raté, j'imagine que c'est pas évident, mais au moins c'est noble, en quelque sorte. Dans l'esprit des gens, hein, je dis pas dans mon esprit, non, enfin, on s'en fout. Mais dans l'esprit des gens, voilà. C'est sûr que dire que non seulement t'es un rappeur, mais en plus t'es un rappeur qui fait pas de vues, dont tout le monde se branle, ouais, c'est pas évident. En société, c'est un peu con, quoi. Rapport au texte vieux d'1 an. Ah oui, bah oui, c'est ça. Ça, c'est exceptionnel. Truc que je me suis noté. Putain, heureusement que je me suis noté ça, parce que c'est super intéressant. Le rapport au texte qu'on a écrit il y a 1 an. Là vu que j'ai bossé, vu que ça faisait 1 an que je bossais sur ce projet, bah il y a des textes, je les ai écrits il y a 1 an. Là en septembre, ça fait 1 an ça fait 1 an que j'avais écrit un des textes que j'avais écrit pour ce projet. Et c'est vrai que c'est un truc, ça fait mal en fait de devoir foutre ces textes dans des projets, alors que en fait plus ça fait longtemps que t'as écrit un texte. En général, moi les textes je les retravaille beaucoup, je les écris plusieurs fois. Et au bout d'un moment il y a une version finale. Et en général je fais ça sur un court laps de temps, donc typiquement pendant 1 mois. Donc j'ai écrit plusieurs fois ce texte pendant le mois de septembre dernier, là on est en septembre 2019, voilà, pour la postérité. Bref. Et du coup, j'ai écrit ce texte il y a 1 an, mais après je l'ai plus touché après le mois de septembre. Je l'ai réécrit énormément pendant le mois de septembre dernier, mais après je l'ai plus touché. En général quand j'ai une version qui me satisfait c'est bon, j'y touche plus, mais du coup j'ai plus le même là au bout d'1 an j'ai plus le même attachement professionnel. Putain, qu'est-ce que je raconte, professionnel, j'ai plus le même attachement émotionnel au texte.
en général, on se sent plus proche d'un texte qu'on a écrit récemment et qu'on a perfectionné. On se dit, ah putain, j'ai hâte de faire le morceau et tout. Alors que là, ça fait 1 an que ce texte, il traîne. Et puis, il y en a plein d'autres après que j'ai écrit pendant l'année qui traînent aussi. Et on se dit, il faut que je les sorte, parce que sinon, j'ai travaillé pour rien. Je sais que c'est un bon texte, etc., parce qu'on a toujours conscience qu'on l'a perfectionné et que du coup, il est devenu, qu'on a bien travaillé dessus, que c'est pas mal et tout. Mais au final, bah ouais, on se sent un peu forcé de les sortir, ces morceaux-là. Parce que ça fait trop longtemps. Moi, mon rythme de travail idéal, et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait que je m'auto-produise totalement, ça serait de faire un morceau, je le sors, un autre morceau, je le sors, etc. Et du coup, il faudrait que je sois moi-même à la prod, que j'aille, ça c'est un truc que j'adorerais faire, être moi-même à la prod, et comme je sais que je serais un ingé son à chier, il faudrait que j'aille juste enregistrer chez un ingé son, le payer, il fait le mixage, le mastering, et boum, on envoie, enfin le mastering, ça c'est plus pour les albums que pour les morceaux, j'imagine. Il me semble, hein, que le mastering c'est plus un truc de projet avec plusieurs morceaux, ça n'a pas l'air, enfin je crois pas que ça ait du sens de parler de mastering pour un seul morceau. Oh le con. Aïe aïe aïe. Je vais passer pour un inculte encore. Je peux mettre ça sur le dos de l'alcool s'il vous plaît? Non mais je sais, y a pas de... Bref. Du coup oui, mixage, et hop tu sors le morceau, tu repasses à un autre truc, etc. Et du coup, et même un clip limite. Puisque pour la com, ça c'est aussi un truc dont je pourrais parler, moi j'ai envie de faire des clips depuis longtemps, j'ai plein de bonnes idées. Je suis un grand admirateur de l'œuvre de Michel Gondry niveau clip. Pas nécessairement niveau film, mais niveau clip. Parce que mon père, quand j'étais petit, il avait des cassettes avec des trucs de Michel Gondry dessus, des clips de Michel Gondry, et il nous les montrait. Et il nous expliquait en quoi c'était bien comme clip. Je vous l'ai dit, hein, mon père c'est quelqu'un d'investi dans la culture, l'air de rien, enfin il nous a passé un véritable intérêt pour comment se crée l'art, quoi, et pas juste le regarder en mode divertissement et tout. Et du coup, ouais, il nous expliquait à quel point les clips réalisés par Michel Gondry étaient excellents et tout, et c'est un truc qui m'est resté, je continue de les regarder et de me dire, putain, c'est exceptionnel. Mais du coup, des fois, j'ai des idées de clips qui sont un peu des idées à la Gondry, genre des trucs, des trucs qui sont un gimmick qu'on exploite pendant tout un clip. Et j'adorerais faire ça. Mais en même temps, ça, je sais que c'est trop compliqué. J'avais essayé de le faire, d'ailleurs, je m'étais lancé j'avais commencé à le faire, et puis c'était trop compliqué, c'était trop amateur, à un point où ça en était ridicule, quoi. Ouais, Michel Gondry, exceptionnel. Mais les idées à la Gondry, peut-être pas pour quelqu'un qui se lance comme moi. Je pense qu'il faudrait plus que je mise tout sur le personnage, ça c'est ce que je me dis en ce moment. Réussir à vraiment créer un personnage qui a une identité visuelle, j'ai déjà plein d'idées pour ça. Ça peut être très très drôle, hein, parce que mon personnage de rappeur de toute façon est un personnage qui se porte bien en ridicule et à l'autodérision, et donc je peux me permettre de jouer encore plus là-dessus sur le visuel. Ça va être très intéressant. Et du coup j'adorerais faire ça, des clips qui sortent à chaque fois, faire morceau, mixage, clip, morceau, mixage, clip. Voilà. Je peux pas m'en vouloir, mais disons j'ai été un peu feignant au niveau des rôles que je me donnais. Je me suis souvent dit, parce qu'à une époque je faisais un peu mes prods tout seul, mais totalement à l'arrache, enfin je savais pas maîtriser les logiciels, je faisais ça, j'ai fait partie, je pense que je suis peut-être le seul connard à avoir fait ça, je faisais mes prods, pour rapper sur des boucles quand j'étais au lycée, j'avais pas de logiciel genre FL Studio et tout, et du coup en fait je faisais des boucles, mais avec un logiciel de montage vidéo, j'utilisais Sony Vegas. Je faisais juste des boucles audio et je rajoutais pas de percussion ni rien, je faisais juste des boucles et je rappais sur les boucles. Parce que j'adore le sampling. Ouais, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais la plupart des samples qu'on a utilisés pour le projet sur lequel on travaillait, c'était moi qui les trouvais. J'adore trouver des samples. Et du coup, j'ai trouvé plein de samples pour les morceaux, et j'ai plus accès aux fichiers. J'ai accès au MP3, mais j'ai pas accès aux fichiers d'FL Studio, quoi. Ça me casse les couilles. Franchement, c'est vraiment triste. Parce que j'aimerais bien retrouver le nom de tous les samples. Il y en a où j'ai forcément oublié de quel morceau je les avais tirés, parce que je suis tout le temps en train de chercher dans des vieux albums que j'ai, enfin, soit je cherche dans des albums que j'adore et que j'écoute souvent, mais parfois je cherche dans des trucs un peu que je retrouve genre sur mon ordi en mode ah j'avais écouté tel truc. J'adore le shoegazing notamment, donc je suis tout le temps en train de piocher dans du shoegazing. Pour les gens qui savent pas ce que c'est le shoegazing, c'est un style de rock où on utilise beaucoup de pédales pour moduler le son, et du coup c'est très éthéré, et c'est un peu soit ça tend vers le noisecore et du coup c'est très bruyant, et ça j'aime pas trop,
soit ça tend vers la dream pop, et là j'adore, en tout cas j'adore l'esthétique shoegazing, les nappes de son en fait, c'est exceptionnel. Peut-être que ça vient aussi du fait que mon père écoutait beaucoup de musique électronique quand j'étais gamin, et le truc de nappe de son, c'est peut-être aussi un peu un truc qui se retrouve dans certains styles de musique électronique. Le côté éthéré, un peu rêveur aussi se retrouve par exemple chez Aphex Twin peut-être. En tout cas chez des trucs que mon père écoutait, genre Aphex Twin ou Square Pusher, etc. C'est des trucs qui sont relativement éthérés, j'ai l'impression, du moins qui sont relativement un peu planants comme ça et tout. Alors attendez 2 secondes, je bois. C'est important l'eau, franchement les mecs, si vous vous cuitez, si vous prenez de l'alcool, quand vous rentrez chez vous, buvez de l'eau à la mort quoi, buvez de l'eau, mais vraiment. Ça évite la gueule de bois en fait. Ok. J'aurai pas de gueule de bois demain et c'est ça qui est génial. Ok. Donc c'est marrant, j'ai noté un truc. Alors, c'était de ma faute si je ne réussissais pas dans l'art. Souvent les gens m'ont plus poussé vers le haut que l'inverse. Par le soutien ou par la critique. C'est ça. Donc le cas du mec avec qui je travaille pendant 1 an et qui m'encule à la fin, c'est vrai que c'est un cas particulier. C'est-à-dire qu'en général, les gens, soit en me critiquant, même en étant méchants avec moi, ont pu me pousser vers le haut. Et puis surtout, il y a des tas de gens dans ma vie dont je parle de mes petits projets et qui me soutiennent, qui me disent de continuer et tout. Quand j'étais jeune, Pink, le mec avec qui j'ai fait Versachrome à l'époque, quand on se connaissait déjà quand on avait 13 ans, et à l'époque il me disait quand je lui montrais mes tout premiers textes de rap, il me disait de continuer et tout. Et il était assez dur, il disait quand c'était de la merde, il disait que c'était de la merde. Il était juste quoi, enfin juste selon ses propres sensibilités, mais disons qu'il était pas tout le temps en train d'approuver tout, etc. Et c'était important, ça, c'est cool qu'il y ait des gens qui m'aient soutenu. Je me souviens quand j'étais au lycée que j'ai commencé à dire à certains de mes potes que je faisais du rap, parce que mes potes les plus proches savaient. J'ai quand même des très bons amis qui savaient très bien que je passais ma vie à écouter du rap, mais je leur disais pas trop que j'en écrivais, j'avais pas envie que ça soit vu comme ridicule. J'avais une très peu d'estime de moi, comme tous les mecs qui ont grandi dans des familles un peu compliquées. Enfin non, ça peut être l'inverse, c'est vrai que ça peut être l'inverse. Des fois, c'est des mecs qui sortent de familles un peu compliquées, qui ont des égos surdimensionnés. En tout cas, moi, que ce soit mon environnement familial ou bien le collège que j'ai très mal vécu, ce genre de choses, c'est vrai que j'avais très très peu d'estime de moi. Maintenant, je m'en sors un peu mieux. Je suis toujours très dur avec moi-même, mais je suis un peu plus rationnel, quoi. J'évite de me fustiger pour n'importe quoi. Et du coup, ouais, à l'époque, quand j'ai commencé à dire aux gens, que je faisais du rap à mes potes proches, ils m'ont tous dit, ah, trop bien et tout. Enfin, je sais pas pourquoi dans ma tête, ça aurait pu être un truc ridicule. Je sais pas. Je pense parce qu'il y a quand même des rappeurs qui sont extrêmement ridicules. Surtout les rappeurs mauvais, quoi. Et à l'époque, d'ailleurs, j'étais ridicule. Mais les gens n'allaient pas me dire ça. J'étais ridicule parce que j'étais mauvais. Mais voilà, mes potes m'ont dit de continuer, c'était cool. C'était vraiment sympa. Et de plus en plus, les gens sont sensibles au fait, parce que les gens voient que je m'y mets de plus en plus, que j'y accorde de plus en plus de temps. Ils le voient pas directement parce qu'ils sont pas chez moi quand je passe 8 heures à bosser un texte pour au final me dire que c'est de la merde, garder 2 phrases et reprendre le lendemain, quoi. Parce que moi je fais beaucoup ça, je suis beaucoup du genre à garder juste l'essentiel de ce qui est bien dans un texte, le reste je le laisse quelque part pour si jamais un jour je pourrais y repiocher des idées, mais en général j'y retouche pas. Je reprends mes 2 phrases et je recommence de là et je réécris un truc, etc. jusqu'à avoir un texte qui est véritablement bon à mes yeux, et souvent ça suffit pas d'ailleurs, parce que je suis pas un génie non plus, quoi. Je peux pas me retrouver avec un texte parfait à la fin, évidemment, même à force d'écrémer. D'ailleurs, il y a probablement des moments où j'enlève des trucs bien quand j'enlève des trucs que les gens trouveraient bien, mais que moi je trouve pas particulièrement intéressant, parce que je cherche beaucoup la sincérité ultime, et je cherche beaucoup cette espèce de délire de créer un truc où je me dis ça je l'ai pas encore fait, ce qui est dur quand tu tournes beaucoup autour des mêmes thèmes. Mais bon, mais souvent je touche du doigt quand même en parlant exactement de la même chose, vu que j'en parle un peu différemment ou sous un angle différent. Des fois je me dis ah ouais, là je l'ai touché différemment. Parfois c'est vraiment la même idée mais pas le même angle. Et enfin bref, il y a plein de moments où je garde des trucs qui ressemblent à des trucs que j'ai déjà écrits, mais où je me dis là c'est bon, là ça il y a une bonne
Et il y a de la sincérité, c'est mon maître mot qui transparaît en fait. Mais du coup, ouais, putain, c'est vrai que les gens sont sympas globalement avec moi. À part justement quand tu rencontres un rappeur en soirée et qui te fait t'es rappeur, blabla, enfin bref, qui te casse les couilles parce qu'il commence à te sniffer le cul parce qu'il voit en toi un concurrent. T'es parti pour te taper une discussion de merde, je trouve. Après, j'en ai pas rencontré un milliard des rappeurs. Déjà, j'habite à Strasbourg, j'habite pas à Paris. Et en plus, je suis pas le mec le plus sociable du monde non plus. Je peux être social, mais je passe aussi beaucoup de temps chez moi à essayer de me concentrer sur mes objectifs. Donc je me retrouve peu souvent dans des soirées avec des rappeurs. Et comme je le disais, les open mic, je les fais pas. Si je vais à des open mic, je sais que je vais sûrement tomber sur ce que moi j'appelle des rappeurs de soirée. Je suis sûr qu'il y a d'autres gens qui emploient ce terme. Je sais pas si c'est un terme populaire ou pas, mais moi j'appelle ça des rappeurs de soirée. C'est les mecs qui rappent tous comme Nekfeu et qui ont des grosses lunettes, là, genre les mecs de 47 terres un peu, enfin ce genre de gars quoi. Enfin bref, ouais, les rappeurs de soirée qui ont tous le même style, j'ai peur de ça dans les open mic. Alors que je suis sûr qu'il y a des gens exceptionnels. D'ailleurs, à Strasbourg, on a une scène, et je suis toujours, enfin on a une scène, non, mais enfin oui mais non. Mais je suis toujours subjugué de ne jamais avoir croisé dans la rue ni Douzkawa ni Abd al-Malik. C'est quand même fou, je les ai jamais croisés ni l'un ni l'autre quoi. Alors qu'a priori, alors peut-être qu'il y en a un des deux qui habite plus ici, mais je pense, ou peut-être que les deux n'habitent plus ici. Douzkawa, je trouve que ça serait bien son genre d'aller se poser dans un village aux alentours. Je sais pas pourquoi j'ai un peu cette impression de lui, genre, qui pourrait se dire, maintenant j'en ai marre de cette ville de merde et qui se casse. Moi c'est mon but dans la vie d'ailleurs, j'aime pas la vie en ville. J'ai tendance à dire que Strasbourg c'est une ville de merde, mais en fait c'est pas vrai, Strasbourg c'est une bonne ville, mais j'aime pas les villes. Et du coup, je veux juste retourner, enfin, je veux vivre dans un putain de village quand je serai vieux, quoi, quand j'aurai de l'argent, en fait, quand je pourrais me le permettre. Bref. Pourquoi est-ce que j'ai jamais croisé Douzkawa? Sans déconner. C'est quand même fou, le gars, je sais à quoi il ressemble, si je le voyais dans la rue, je le reconnaîtrais. Ça se trouve, je l'ai croisé et je l'ai pas reconnu, quoi. Ça me rend fou de me dire, que je suis dans la même ville qu'un rappeur dont j'adore l'album Message aux Anges Noirs. Vraiment. Ma phrase n'avait ni queue ni tête. J'adore d'un rappeur dont j'adore l'album, l'album Message aux Anges Noirs. C'est vraiment il est vraiment exceptionnel cet album. Les autres me parlent beaucoup moins. Enfin beaucoup moins, ça va, et c'est pas à chier non plus mais non, c'est celui-là qui me parle le plus. C'est peut-être le plus mélancolique aussi, ou du moins le plus c'est aussi le plus typique parce qu'il est beaucoup il y a beaucoup ce truc de musique yiddish dans celui-là, là. Il y a beaucoup cette impression de musique traditionnelle yiddish mélangée à du rap sur certains morceaux. C'est vraiment pas mal. Mais du coup, ouais, il y a Douzkawa, il y a Abd al-Malik c'est possible qu'il habite toujours ici, j'en sais rien, je suis pas renseigné du tout. Si je le croisais, ça me ferait plaisir, sans déconner. J'ai regardé le film d'Abd al-Malik. D'ailleurs, c'est mon père qui me l'a conseillé. C'est incroyable. Il me fait j'ai vu qu'il y a un film fait par un rappeur et c'est genre un film fait par Abd al-Malik. Mon père connaissait pas Abd al-Malik, mais il m'a dit vu que t'aimes le rap, regarde ce truc. Et c'était le film Qu'Allah bénisse la France, qui est un film d'Abd al-Malik donc. C'est excellent parce que ça parle du Néof à l'époque où il y avait encore le problème de l'héroïne, etc. Enfin, mon père a connu ça quand il était jeune, les mecs qui meurent d'overdose d'héroïne à Strasbourg. C'est un vrai truc, hein. Et c'est montré dans le film. Il y a même une scène vraiment avec une meuf qui fait une overdose d'héroïne dans le film d'Abd al-Malik. C'est exceptionnel. Il y a aussi une scène géniale où des meufs devant le palais universitaire lui disent on a vu ton concert à la laiterie. Est-ce que tu veux devenir mon pote, c'est un peu ça, genre on a vu ton concert à la laiterie et on est dans le même amphi parce qu'à ce moment-là il est censé être à la fac. En fait c'est son autobiographie, hein. Il est censé être à la fac et tout parce qu'il a fait la fac de lettres. Et du coup elles sont en mode on est dans le même amphi, c'est un truc de fou, on t'a vu l'autre jour en concert à la laiterie. On peut prendre, je sais pas, on peut échanger nos numéros, une connerie comme ça, et le mec fait juste non et il part. Et ça me tue parce que étrangement je crois que ça me ressemble. Il y a peut-être un truc dans les rappeurs strasbourgeois, on est peut-être tous les mêmes mecs un peu antipathiques qui envoient les gens se faire foutre. C'est drôle, hein. C'est marrant. Ouais, franchement ça me tue. Et ouais, non, c'est un bon film, c'est vraiment un bon film, et pourtant j'étais pas sensible à la musique d'Abd al-Malik, parce que je trouve que ça ressemble plus à du slam qu'à du rap.
et qui a un peu ce côté, un truc que moi j'aime de moins en moins, c'est le côté recherche du bon mot, du bon vocabulaire. Il a un peu un truc un peu, c'est pas particulièrement scolaire son écriture, hein, c'est pas non plus Grand Corps Malade ou je ne sais quelle merde, mais il y a un côté quand même un peu scolaire, enfin il y a un côté quand même un peu regardez j'ai fait la fac de lettres, c'est sûr. Donc ça peut parfois je suis pas super, enfin ouais à la base j'étais pas super fan, mais par contre après j'ai écouté son album assez récent qui est un album avec Laurent Garnier je crois, un album de musique électronique. Autant tant que j'y suis, enfin c'est de la musique électronique, c'est-à-dire que moi qui adore Bâtard Sensible de TTC, en me disant toujours c'est quand même dingue, il y a des TTC, ils ont eu l'idée de faire enfin je sais pas si c'est vraiment une idée, mais disons ils ont fait un album où les instrus sont de la musique électronique fait par des gens qui font de la musique électronique, c'est pas des beatmakers de rap qui se mettent à faire de la musique électronique, du moins pas vraiment. Et Abdel Malik il a fait ça aussi du coup avec cet album j'allais dire qu'il s'appelle genre Scarification ou un truc comme ça, mais si c'est ça en fait, c'est ça. Mais ouais, son album Scarification, en plus c'est cool comme nom d'album, hein. Avec Laurent Garnier, c'est bien d'avoir un autre album, il doit y en avoir plein, hein. Enfin plein, non, mais il doit y en avoir quelques-uns. Des albums où c'est de la musique, où c'est de la musique électronique, avec du rap par-dessus, quoi. Comme Bâtard Sensible de TTC. Moi je trouve que c'est cool, en plus c'est... Pour le coup, Bâtard Sensible de TTC, c'est vraiment un truc assez unique dans le monde, quoi. Enfin je trouve, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'albums aux États-Unis qui y ressemblent. C'est un truc, ça pourrait être un truc propre à la France dans le rap, ça pourrait être le mélange, faire travailler des artistes de musique électronique avec des rappeurs. Faites ça avec Justice, putain mais pitié quoi. J'adore Justice si les mecs ils faisaient poser des rappeurs français sur leur production, ça serait incroyable, putain, ça serait génial. Et du coup ouais, dans le futur, éventuellement j'aimerais vraiment faire mon putain d'album avec tous les trucs que je veux faire, et après je vous avoue j'en ai un peu marre de mon personnage de mec autodestructeur qui correspond peut-être moins maintenant, plus je grandis. Surtout là, en fait, les textes que j'ai écrits il y a 1 an, ils parlent encore de suicide ou de trucs comme ça, et à l'époque, ça me parlait. Maintenant, ça me parle toujours, je sais que je suis toujours autodestructeur, mais disons que j'ai de plus en plus l'envie de construire vraiment quelque chose, de faire des enfants, par exemple, ce genre de choses. Et du coup, le suicide a moins de sens maintenant, c'est des mots qui ont moins de sens dans ma bouche. Donc je vais pas supprimer les textes que j'ai écrits, mais disons je pense qu'après avoir bien et puis même ça se trouve dans 2 semaines j'ai envie de me buter parce que je vais encore retrouver un travail de téléconseiller qui va me donner envie de sauter par la fenêtre quoi. Donc ouais, je dis ça maintenant parce que là je suis tranquille, j'ai pas de boulot, mais c'est vrai que je vais peut-être vite retourner à ces envies-là de se buter. Je pense que j'aimerais bien vraiment sortir un bon album, ensuite faire des featuring, c'est vraiment mon rêve ultime en ce moment. C'est juste de pouvoir rencontrer et travailler avec des mecs que j'admire, surtout Isha. En ce moment, j'ai vraiment Isha, j'adorerais le rencontrer. Son interview avec Schkid, je vous invite à la voir. Isha face à ses démons, première consultation, voilà, c'est ça, chez Yard. C'est une interview faite par Schkid qui est excellente. Enfin, elle met peut-être un peu de temps à devenir excellente parce que peut-être que le début est moins intéressant, mais il y a un moment où Isha parle notamment du fait que son oncle lui ait dit de trouver du travail parce que s'il était tout le temps en train de ne pas travailler, les gens ne le comprendraient pas en fait. Il pourrait pas devenir un artiste que les gens comprennent. Il serait toujours enfin c'est à peu près, je sais pas, peut-être que je resitue mal le truc, mais en gros c'était si tu passes ton temps dans ton coin à faire de l'art, tu toucheras jamais personne. Il faut passer par le monde du travail, en chier un peu pour pouvoir toucher les gens. Je trouve ça intéressant. Apparemment c'est l'oncle d'Isha qui est genre peintre ou un truc comme ça, enfin peut-être en amateur, je sais pas si le mec gagne sa vie avec ses peintures. Difficile quand même, hein, ça me paraît compliqué, mais ça se trouve c'est le cas. Bah ouais, il dit ça apparemment. Et du coup Isha en parle, il parle aussi du fait qu'il ait travaillé au SAMU social, ça m'a beaucoup touché parce que plus j'y pense, plus je me dis que j'aurais jamais dû faire des études d'informatique, des métiers très froids comme ça, j'aurais dû travailler dans le social. Donc ouais, limite j'ai envie de chialer quand Isha me dit qu'il a travaillé au SAMU social parce que je me sens concerné quoi. Je me dis si j'avais pris un chemin un peu plus cohérent dans ma vie, je pourrais être ce mec quoi. C'est marrant parce que je me suis noté ouverture, conseiller un bouquin
Mais ça, c'est juste parce que quand je m'intéresse à des travaux sur Internet, j'ai tendance à vouloir qu'on me conseille des livres. Je crois que ça me fait me sentir validé. D'un coup, je me dis, oh, ok, j'ai le droit de passer ma vie sur Internet à regarder des trucs en boucle pendant des heures et des heures, parce qu'on me conseille des livres, donc ça va, je me cultive et tout. C'est un peu ça, quoi. Non, mais en vrai, ça me plaît vraiment qu'on me conseille des livres. J'avais noté peut-être Louis Calafert, Le Septentrion. Oui, enfin quoi que le bouquin s'appelle juste Septentrion, je sais pas pourquoi je dis Le Septentrion. Enfin c'est une autofiction, donc c'est pas tout à fait autobiographique mais plus ou moins. Comme les romans américains dont je parlais tout à l'heure qui sont souvent des autofictions, hein. Et là ça parle du coup d'un ouvrier qui se prostitue en fait en quelque sorte pour avoir le temps d'écrire son roman. C'est un peu ça le truc, c'est-à-dire que au début du récit il est ouvrier et il lit dans des romans classiques de grande littérature, dans les chiottes. Il prend ses pauses pour lire, quoi. Il s'enferme dans les chiottes pour lire des bouquins. Et après, au bout d'un moment, il quitte son travail et il dit je vais devenir auteur. Je n'ai pas encore écrit quelque chose, mais je vais devenir auteur. Et là, pour se faire entretenir, il se prostitue en quelque sorte. Il va coucher avec une femme, il me semble plutôt âgée dans le bouquin, elle doit avoir au moins 50, 60 ans. Donc il devient un espèce de gigolo en fait. Et c'est censé être pour écrire son roman. Il se dit maintenant je travaille plus, je vais avoir le temps d'écrire mon roman. Et il l'écrit pas particulièrement, enfin il trouve pas particulièrement le temps d'écrire son roman. Il me semble ça lui vient plus tard. Il me semble que le fait de ne plus travailler ne l'aide pas à écrire en fait. C'est intéressant parce que moi c'est un peu l'impression que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus bosseur, beaucoup mieux travailleur pour mon art quand j'ai un boulot de merde, parce que je pense que ça m'angoisse, ça me fait me dire je vais mourir, ça y est. Et du coup je rentre chez moi, je travaille sur des trucs qui sont importants. Pas toujours, des fois je rentre chez moi, je suis épuisé. Il y a eu différentes périodes, il y a eu quand même un bon mois où je bossais et je faisais rien quand je rentrais chez moi, hein, c'est vrai. Je peux pas dire que j'ai bossé comme un ouf pendant un an, il y a eu quand même des moments peut-être de flottement. C'était peut-être un peu malhonnête de dire ça. De toute façon, j'ai pas dit que de la merde, mais je dis plein de merde, forcément, là. Je me lance, je parle en mode logoré, je dis forcément des trucs que après je vais pas penser, en fait, finalement. Mais oui, du coup, moi, ça m'arrive aussi d'avoir ce truc de, peut-être que je suis peut-être un peu plus bosseur. Bon, lui c'est pas le cas, du coup, au début, quand il est ouvrier, il écrit rien encore, hein. Mais moi, quand je bosse, ouais, j'ai peut-être plus d'un coup ce truc, la mécanique bien enclenchée pour écrire. Quand je bosse pas, j'ai pas la discipline et j'écris, mais c'est différent, hein. C'est différent, c'est vraiment différent. J'ai beaucoup moins cette espèce d'angoisse qui me pousse vraiment dans mes derniers retranchements en me disant j'en peux plus, il faut que j'écrive, quoi. C'est sûr, hein. Et du coup, ouais, Septentrion de Louis Calafert. Du coup, ça parle aussi de ce truc, genre, en fait, Louis Calafert, il a un vocabulaire extrêmement fourni, à un point où ça en devient un style qui, je pense, pourrait rebuter pas mal de personnes. Je pense que, d'ailleurs, moi, je pense que si je le relisais là, ça me saoulerait peut-être un peu qu'il emploie plein de mots compliqués. Mais justement, en fait, je trouve que ça a du sens, c'est-à-dire qu'un bourgeois qui emploie des mots compliqués, c'est ronflant un peu. On se dit, bah ouais, t'es un bourge, tu parles avec des mots compliqués, ok. Mais lui, vu que c'est un ouvrier qui sort de la classe ouvrière et qui se met à employer la langue mieux que les bourgeois, en faisant des livres avec un vocabulaire vraiment beaucoup trop complexe, enfin, pas au point où on comprend rien, mais disons que c'est vraiment ultra riche, quoi. C'est très intéressant, il y a pas mal de questions à se poser là-dessus. Je trouve que d'ailleurs c'est le bouquin dont moi j'en parle tout le temps en fait. C'est un bouquin dont je parle tout le temps avec les gens que je viens de rencontrer. En général, pour parler, quand on me pose des questions sur les artistes que j'aime, etc., et que je me mets à parler du rap, etc., moi j'ai un truc, quoi, je crois que j'aime la culture faite par les pauvres, quoi, enfin... Il y a un truc comme ça où je me dis, je me revendique plus de Louis Calafert, qui est un ouvrier qui s'est retrouvé à devenir romancier, que de quelqu'un qui tombe, qui devient romancier un peu, j'ai envie de dire par facilité, je sais pas. Par facilité non, mais disons
disons qu'il y a un chemin un peu tout tracé, etc. Parce que je suis pas sûr que lui, il ait eu un chemin tracé. Hein. Honnêtement, ça se trouve, il s'est retrouvé passionné par la littérature presque par hasard, c'est possible. Hein. Ça peut être une rencontre hasardeuse, j'en sais rien. Je connais pas du tout, je suis pas renseigné. Sur l'enfance, par exemple, de Louis Calafert, j'en sais rien. En plus, j'ai lu que Septentrion, j'ai pas lu ses autres bouquins. Ouais, c'est mal parti pour vous faire un exposé sur Calafert. Mais ça peut être une piste de trucs à lire. Pour conclure aussi sur le thème de la communication, hein, qu'on a abordé, faire de l'art pour communiquer. J'ai alors en fait à une époque où j'ai lu Le Soleil et l'acier de Yukio Mishima, et j'ai eu une putain de révélation en lisant un passage en particulier qui parle de l'art pour communiquer. Et ce qui est bien, c'est que je m'étais noté ce passage à l'époque. Donc je vais pouvoir vous relire ce passage, et ça va être une forme de conclusion hein, sur ce truc de l'art, de la communication qui est importante quand on écrit, etc. Bon, c'est un romancier, pour ceux qui savent pas, Yukio Mishima, c'est un romancier qui a écrit en anglais, mais à la base il est d'origine japonaise, etc. Mais il vivait aux États-Unis, je crois, si je dis pas de conneries. Alors, voilà, petite lecture. Donc c'est Yukio Mishima qui parle, hein, c'est Le Soleil et l'acier, c'est une sorte de... C'est un bouquin où il parle vraiment de lui, c'est pas un personnage, hein, c'est un bouquin qu'il a écrit avant de se suicider, donc il parle de lui, etc. Et donc il dit « Je réussis à utiliser les mots pour universaliser mon individualité », là il parle au passé, hein. Reste que ce succès consistait à être différent des autres, et qu'il était par essence en désaccord avec les origines et le stade initial du langage. Rien de plus étrange en fait que la glorification des arts du verbe. Semblant à première vue tendu vers l'universalité, ceci s'intéresse en réalité aux façons subtiles de trahir la fonction fondamentale des mots qui est de s'appliquer universellement. Et c'est pour ça justement que moi, comme je vous le disais, j'ai tendance, c'est en lisant ce genre de truc que je me dis, ah oui, j'ai pas envie d'employer un vocabulaire finalement trop compliqué, j'ai pas envie de trahir le langage, parce que si je deviens tellement compliqué que plus personne me comprend, je trahis la fonction de communication du langage. Voilà, la fonction fondamentale des mots qui est de s'appliquer universellement. Voilà ce que signifie tout uniment la glorification du style personnel en littérature. Les poèmes épiques du temps jadis constituent peut-être une exception, mais toute œuvre littéraire avec nom de l'auteur en frontispice n'est rien de plus qu'un bel assemblage de mots pervertis. Voilà, ça c'est Yukio Mishima qui s'énerve contre la littérature qu'il a pratiquée au long de sa vie. C'est assez drôle et voilà, c'est important, ça vous donne un bon indice. Moi c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est pour ça que je l'ai pris en note à l'époque et que je l'ai encore en note aujourd'hui. Ça m'a vraiment beaucoup marqué, je trouve ça super important. Je trouve qu'il s'exprime vraiment super bien sur ce sujet, sur le pourquoi sur le pourquoi du style en fait. Pourquoi est-ce qu'on devrait écrire avec style? Est-ce qu'on devrait pas plutôt écrire pour communiquer? Voilà. Est-ce que ça serait pas juste de l'ego d'écrire avec style? Bah si, un peu quoi. Et c'est une question intéressante. Ne pas trahir le langage, essayer de communiquer, etc. Moi ça m'intéresse. Faut me dire aussi si la qualité audio est correcte. Je vais essayer de faire de mon mieux pour faire des petites modifs sur le son. Si je fais n'importe quoi, si je compresse le son mais qu'après je fais encore une autre manip chelou, etc. Et ça se trouve ça va être à chier. Faut me dire si la qualité sonore est nulle. Ça se trouve j'ai mal géré le gain aussi, enfin j'ai fait des petites vérifs avant, ça avait l'air correct, mais bon. Et me dire si ce que je raconte est pas intéressant, etc. Et puis à l'inverse, si ce que je raconte est intéressant. Ah oui, ce que je voulais dire, putain, venez me parler en fait. Si j'arrive à toucher des gens de manière un peu hasardeuse avec ce truc, bah, venez me parler quoi. Si vous me connaissez pas, venez me parler. Moi j'adore parler, enfin. Si vous me parlez de votre vie, je serais peut-être intéressé ou peut-être pas du tout. Enfin bon, on s'en fout. Il y aura mon compte Twitter dans un commentaire épinglé ou un truc comme ça. Et venez me parler, venez m'insulter. Non, je déconne évidemment, mais ouais, c'est le but. J'ai envie de lancer le dialogue aussi sur des trucs. Et voilà. Et voilà, et je vous souhaite une bonne soirée
Et une bonne nuit, en fait, hein. Ah bah ouais, bah maintenant il est 4h du mat', hein. Donc bonne nuit, putain. Allez, va te coucher, connard. Histoire de te faire réveiller dans 1 heure par des mecs qui se battent dans le couloir devant ta porte. Voilà. Allez, bonne nuit.